Nous allons aborder la dernière partie de notre journée avec la projection alors d'un film. Alors là aussi, nous sommes dans le réel. Tu viens nous voir, Cécile. En fait, nous allons vous projeter un film qui a été réalisé par donc les parents de Cécile Périlli, qui ont parcouru l'Algérie. C'était leur alors non seulement professionnel, mais je crois une passion aussi, hein, une passion, une curiosité. Donc ce sont ces images d'avant 62 que vous allez voir. C'est ça. Oui, mes parents, monsieur et madame Baudru, que certains ont peut-être connus, étaient des pieds noirs dans plusieurs générations. Mon père a parcouru toute l'Algérie de par son métier, son activité professionnelle. Il était dans les travaux publics. Il avait toujours avec lui son appareil photo, sa caméra. Donc, il a pris beaucoup de photos dans toute l'Algérie. Il connaissait l'Algérie comme sa poche. Il y a voyagé à pied, à dos de mulet, en avion, en hélico. Il a commencé le Sahara en traction 15. En même temps, il a pris beaucoup de photos le dimanche, quand on sortait en famille. Nous sommes restés en Algérie 2 ans après l'indépendance. Nous avons quitté Alger en 64. Et donc certaines photos datent d'après l'indépendance. Hein, vous verrez. Alors la personne qui parle, c'est maman. Maman qui dans un mois aura 99 ans. Mon papa est décédé il y a quelques années, mais c'était de l'artisanat, c'est-à-dire que maman projetait ses photos en fondu enchaîné dans le noir, elle avait tout dans la tête. Mon père à côté avec la table de mixage, et c'est mon mari qui a eu l'âge, qui n'est pas pied noir, mais qui a eu la gentillesse, il y a déjà bien 15-20 ans, de scanner toutes ces photos avec les moyens que nous avions à l'époque, avec après derrière belle maman et beau papa, et c'est maman qui a été enregistrée chez moi, donc de façon artisanale. Ces paysages d'hiver, ces moments heureux ou dramatiques faisaient notre vie de tous les jours, sans imaginer que le temps et l'éloignement les rendraient si précieux. Mais comme le dit une préface de Don Camillo, la lumière est constituée de 1000 petites flammes additionnées et chacune a sa part de vérité. Nous souhaitons que notre petite lumière soit proche de la vôtre. Un littoral découpé et montagneux, inhospitalier, quelques baies bordées d'une langue de sable, où les premiers navigateurs échouaient leurs bateaux pour la nuit. Parallèle au rivage, une première chaîne de montagnes, l'Atlas télien, est-ouest, qui culmine au massif du Dudura, au Lala Hadidja, 2308 mètres, aux neiges presque éternelles. Pour franchir cette chaîne, des gorges profondes, gorge du Beni Haroun, trouée de la Chifa, entre les deux crêtes, donne accès à la région des hauts plateaux de Bogari. Quelques cours d'eau des Oued, le plus souvent à sec, mais dangereux après les pluies par leur crue soudaine. Une deuxième chaîne de montagnes, est-ouest, l'Atlas saharien, au coloris somptueux, le coup de sabre d'Alcantara au sud. Ouvre la porte du désert, paysage lunaire. Les premiers habitants identifiés sont les Berbères, toujours fidèles à leur montagne de Kabylie. Timgad, dans le Constantinois, une ville tracée au carré.
Le decumanus, une voie principale, remarquait la pose en biais des dalles de la chaussée pour amortir les ébranlements dus au passage des chariots. La partie centrale couvre le tout à l'égout. Arc de triomphe municipal à la gloire de Trajan, le fondateur de la ville, pour implanter les vétérans. Tout près le marché avec ses étals encore en place. Des temples comme à Rome pour se ménager la clémence des dieux, ici le Capitole, nid de cigogne sur la colonne à gauche, le temple du génie de la colonie, le théâtre pour distraire les populations et faire passer les idées du pouvoir. Un détail, les inscriptions blanches OAS Veille, diapo prise en 1963. Et la brochette de nos enfants. Le quartier, 50 ans après le départ des Romains, il ne restait plus rien de 700 ans de civilisation. 7e siècle, des cavaliers arabes vont se répandre sur toute l'Afrique du Nord jusqu'à l'Atlantique pour y apporter la nouvelle religion, l'islam. Tableau d'Eugène Fromentin à Poitiers. Au XIe siècle, les Beni Hilal, des tribus chassées d'Arabie pour leurs exactions, s'y installent en famille. Le pays se divise en petites seigneuries belliqueuses, témoin ces remparts de Tlemcen. S'appuyant sur les techniques locales, ils construisent des mosquées, toujours à Tlemcen, la tour Mansoura, sœur jumelle de la Koutoubia de Marrakech et de la Giralda de Séville. À l'origine, au cours des siècles, la piraterie écume la navigation en Méditerranée et ses rivages européens. Les barbaresques trouvent refuge à Alger, où quelques petits îlots protègent le rivage, Djezaïr, les îlots, dont de la ville, tout en bas de la diapo. Le plus célèbre des pirates, Aïn al-Din, Barberousse, parce qu'il se teignait la barbe au henné, nom donné par la suite à la célèbre prison, se proclame roi d'Alger en 1515 et donne le pays à l'Empire ottoman, ici représenté près de son mausolée à Istanbul. Sur les quais sont vendus esclaves et butins, l'esclavage des non-musulmans est licite dans l'islam. Il ne faut pas oublier que ce sont les esclaves chrétiens qui ont porté les pierres et construit la jetée qui relie le rivage aux îlots, qui constituent l'amorce du port. Toutes les grandes puissances ont mené des expéditions contre Alger sans résultat. Ici, bombardement anglais. C'est Napoléon Ier qui, en 1811, devant les ravages de la piraterie, qui envoie le colonel Boutin faire un relevé topographique du pays et rechercher un site favorable à un débarquement. L'intervention française est attribuée au coup d'éventail donné par le bey d'Alger à l'ambassadeur de France exposant ses doléances, ici le célèbre pavillon. Dans la réalité, en août 1829, c'est le bombardement du vaisseau parlementaire La Provence par les Turcs, accompagné par la mise à mort à la bouche d'un canon et 20 autres esclaves du père Levacher, consul de France, qui déclenche les opérations. C'est sur le site choisi par le colonel Boutin que le 13 juin 1830, que débarque le corps expéditionnaire français à Sidi Ferruch, à 20 km ouest d'Alger. Comme au temps des Romains, mise en valeur du pays, construction de routes pour la pénétration et relier les villes, ici les gorges de la Chifa, les gorges de Palestro, entre Bougie et Djidjeli, un littoral difficile, à travers les montagnes, la forêt de Yakouren, les portes de fer dans les bibans, la place pour l'Oued, le rail et la route. La route nationale, comme en France, le Lala Hadidja au fond. Et
écoles publiques dans les bleds les plus reculés. Ici, Le Vacher, du nom du martyr à la bouche du canon, dans le Zacar, à 9 km de Miliana. Assistance médicale gratuite également. Une des institutrices est la marraine de mon fils. Dans le Zacar le même jour. Marché arabe à Miliana. Aérodrome dans toutes les grandes villes, ici Maison Blanche, à Alger, aéroport international. Liaison facilitée. La paix française étend ses ailes et chacun peut y construire son nid. Le ciel embrasé de la lagune d'Ouargla annonce les événements tragiques qui vont ensanglanter l'Algérie. Le 1er novembre 1954, dans les Aurès, entre Aris et Choumnech, un jeune couple d'instituteurs venus de métropole prendre son poste dans la montagne est attaqué, ainsi que le notable musulman qui tentait de les défendre. Les 2 hommes tués, la femme grièvement blessée. Ligne électrique ou téléphonique abattue. École détruite, ici Texena en Kabylie. C'est la culture française qui est contestée et à travers elle tout l'Occident. Pont coupé à l'ouest de Ténès, ligne de chemin de fer sabotée dans la région d'Orléansville, attentat terroriste contre les personnes sur tout le territoire, évacuation d'un blessé par les militaires dans le bled, regroupement des populations indigènes, première victime de la rébellion pour les faire basculer dans la révolte. Ici, dans le Zacar, la sens de Sidi Medjahed, n'oublions pas que c'est à la vue de ces atrocités, défense de fumée, nez et oreilles coupées, etc., que le gouverneur général Soustel, nommé par Mendes France, bascule dans le camp Algérie française. La bataille d'Alger en 1957, le FLN décrète la grève générale suivie à 100% par les musulmans. Dans le même temps, une dizaine de bombes placées dans des lieux publics, cafétérias, sorties de lycées, trolleybus, aux heures d'affluence, fait plus de 100 morts, sans parler des amputés et des blessés à vie. Les parades massues et l'armée réagissent vigoureusement, réseau terroriste démantelé, neutralisation d'une centaine de bombes près d'être posées. Et pendant ces journées folles qui suivent le 13 mai, chaque soir, dans les villes, dans les quartiers, organisés en cortège, Français et musulmans viennent au forum clamer leur volonté de rester français. Rue de la Lyre, les musulmans. L'arrivée des délégations. On écoute les orateurs. Toute l'Algérie est là. N'oublions pas que le FLN assassinera tous ces leaders musulmans qui se sont compromis pour la cause française. À 19h, le président du Conseil était sur le forum et paraissait au balcon du ministère de l'Algérie. Le drapeau français fait avec des haïks de femmes arabes teints. Je vous ai compris. L'Algérie ne sait pas encore que la guerre sera plus longue sous De Gaulle. Bulletin du référendum. La campagne du référendum menée sur le thème de l'Algérie française, dans la réalité, donne les pleins pouvoirs à un seul homme avec un changement de constitution. La fusillade de la Grande Poste, le 26 mars,
dernier spasme de l'agonie. L'armée tire sur une manifestation massive de civils qui se portaient au secours de Bab el-Oued, assiégée et bouclée depuis plusieurs jours par cette même armée. 83 morts dénombrés par la Croix-Rouge à l'hôpital de Mustapha. Le chiffre officiel est de 56 morts. Exode massif en abandonnant tout. C'est un remarquable document. En tout cas, une grande pensée pour Claude et une grosse mise à Marguerite. Avec une histoire.